Ok, avec Tornada, Freestyle TV. Hop. On est en forme. On a des petits cancres là qui viennent nous chatouiller les pieds sur YouTube, donc c'est bon signe. Ça veut dire que le retour des internautes qui sont pas très cosmonautes, ils sont pas très fut là. Il y en a 2-3, ils me font bien rigoler. Ils me font penser, vous savez à quoi ils me font penser? Parce que j'ai des attaques de puces chez moi depuis plusieurs semaines. Des tiques et des puces et tout, qui viennent m'envahir et tout. Et on se gratte la nuit comme ça, nanana. Alors, bon, ça vient de chez Thomas Durand, tout ça, les diététiciens. Alors, il y en a un, il dit, ouais, non, laisse tomber Thomas, celui-là, il apporte pas les preuves. L'autre il dit ouais tu te ridiculises tout seul, ouais il est du niveau de Grimaud, hein, Jacques Grimaud, faut connaître l'histoire un peu, moi j'ai suivi, hein. Je sais exactement ce qu'il en est, cette histoire de Jacques Grimaud. Bon lol, hein, mort de rire. Hein. Faut savoir Thomas Durand, moi je m'en tape un peu, hein, Thomas Durand en fait. Hein. Et puis de tout ce YouTubing, hein. Moi les gens que je dois convaincre c'est l'Académie des sciences, hein. C'est les universitaires, c'est les politiques, c'est l'État français, c'est le gouvernement qui me bloque actuellement, hein, de toute façon. Parce que quand je m'adresse à la mairie, ça monte directement sur Castex et puis hop, hein, c'est le gouvernement qui. Et c'est normal, hein, un mec qui arrive, qui dit qu'il refonde les mathématiques, la connaissance, un petit plouf avec Tornada, plouf, qui guérit la calvitie. Vous pensez bien que c'est pas Thomas Durand avec sa chaîne La Tronche en biais qui va me valider mes recherches qui refont de la connaissance, hein. Je m'en tape un peu, hein. Moi simplement en fait je suis passé, de toute façon j'ai fait toutes ces découvertes sur Facebook, sur YouTube, donc déjà tout ça c'est pas très sérieux, hein. Faut savoir, c'est des plateformes publicitaires qui sont là pour endoctriner les masses un petit peu, enfin, et puis nous vendre de la pub, hein, l'idéologie de la consommation, comme je vous explique. Et puis voilà quoi, c'est du grand public, c'est du merchandising, tout ça. Hein, bon, ça fait vivre beaucoup de monde, hein, puis il y a quand même, je sais plus combien il y a de connectés de comptes inscrits sur Facebook, mais ça se compte en plusieurs milliards, hein, c'est quand même impressionnant. Donc c'est une mutation sociale, hein, la société qui change. Quand on parle des réseaux sociaux, c'est-à-dire que moi je regrette effectivement l'époque où il n'y avait même pas la télévision et où les gens pouvaient discuter dans la rue. Hein. Il y a une interview de Murray Bookchin, comme ça, l'écologie sociale de Murray Bookchin, il parle de ça, de cette dépolitisation du monde social. Et en fait, on voit que avec Facebook, il y a une repolitisation, mais version réticulaire, quoi, en passant par le numérique, hein, les réseaux sociaux. Donc, j'hésite justement. Je disais, qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber. Aïe, ils sont de retour, ils vont me harceler moralement. Je vais avoir le moral dans les baskets. Ils vont encore toucher ma sensibilité, parce que vous pensez bien, pour refonder les maths, tout ça, la pensée, aller aussi loin il faut une sensibilité accrue, quoi, hein, vraiment quelque chose de. Donc moi je suis quelqu'un de très, je vous dis, je suis comme un verre en cristal, hein, moi il me suffit de 2-3 trucs et puis je m'écroule. Mais je me brise, hein. C'est très facile de me briser. Mais en même temps, j'ai pas le droit, en fait. Faut plus que il faut que je grandisse, il faut que j'avance. Parce que la responsabilité, elle est trop forte, hein, avec une découverte pareille. Donc, ce qu'on va faire. Alors, je me demandais ce matin, je fais quoi? Je supprime les commentaires, c'est-à-dire que je change quand je publie une vidéo, je mets aucun commentaire. C'est-à-dire, dans la configuration, j'enlève les commentaires, puis je dis c'est dommage quand même parce que
derrière les médisants, il y a des gens qui ont peut-être des choses intéressantes à dire et ont besoin de s'exprimer, et puis ils le font pas parce que j'ai l'habitude, et justement, c'est ça, j'ai vécu ça pendant plusieurs années sur Facebook, et j'ai vu comment justement les personnes de mauvaise foi, les personnes qui sont méchantes comme ça gratuitement, en fait elles se mettent au devant de la scène, et du coup les personnes qui sont un peu plus sensibles et qui pourraient avancer avec moi, ou qui auraient des questions pertinentes à me poser, elles n'osent pas le faire à cause de ces gens-là. Donc je me dis, deuxième solution, je pourrais les canceller, enfin je les efface au fur et à mesure. Alors dès qu'il y en a un qui commence à dire, hein, comme le Swen là, ouais tu te ridiculises tout seul, enfin toutes ces petites phrases là, je les connais tellement par cœur, quoi. Je me suis tellement fait emmerder par les uns et les autres, des petits jaloux, des gens qui sont bon, de toute façon c'est simple, hein, quand il y a un mec comme ça qui arrive avec un truc aussi puissant, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous lui dites ouais mais tu te prends pour qui? Tu te crois supérieur, tu crois que t'as tout compris, tu refonds de la connaissance. C'est vrai que d'entrée de jeu, on veut que se foutre de sa gueule, essayer de le rabaisser, de le ramener au niveau de tout le monde en fait, hein. Et puis bon, dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été comme ça un petit peu, quand on fait de l'anthropologie. On voit bon, le phénomène du bouc émissaire aussi, où les chefs, les rois, souvent on les ridiculise, il y a le bouffon du roi, un peu le côté, on essaye pour enlever ce côté un petit peu la domination de l'homme par l'homme, pour éviter ça justement, qu'il y ait des mecs qui aient trop de puissance, trop de pouvoir. On voit bien dans la démocratie comment le président il en prend plein la gueule. On se fout de sa gueule, les guignols de l'info, hein, à l'époque avec le personnage de Chirac par exemple, hein, qui était vraiment très humoristique. Et d'ailleurs j'en ai entendu une interview de Villepin qui raconte cette scène là où tous les soirs il regardait de Villepin avec Chirac, il regardait les guignols, et Chirac ça le faisait pas vraiment rire, quoi. Il était là, il regardait tout le temps, toujours avec un peu de scepticisme et tout. Punaise, c'est trempé. Par où je passe? Donc ouais, donc revenir un peu l'anthropologie René Girard, hein, qui explique ça un petit peu, ce phénomène mimétique, le désir mimétique, hein, c'est-à-dire que on s'imite tous les uns les autres comme ça. C'est comme ça que c'est le conformisme, hein, ce qu'on appelle, et que la société elle se fabrique un peu par imitation. Donc on va voir, hein, l'autre il a acheté la dernière bagnole, donc on va bosser 2 fois plus pour avoir la même bagnole que lui, ou alors la bagnole d'un niveau un peu au-dessus. Pareil pour les maisons, pour les fringues, hein, vachement, hein. On s'imite les uns les autres. Et puis bon, pour tout, alors l'argent, forcément, l'aliénation suprême, hein, ça passe par l'argent, combien tu as sur ton compte en banque. Donc ça fabrique carrément la division du travail, hein, la hiérarchie sociale, la lutte des classes, tout ça. Enfin, c'est quelque chose de très fondamental, ce désir mimétique que nous a décrit René Girard. Et puis bah, ça mène donc au phénomène du bouc émissaire. Donc c'est vrai que ça peut se faire soit au niveau inférieur, où ça fait des personnes qui sont sacrifiées, la discrimination, de l'exclusion sociale, hein, ça fait les SDF, les pauvres. C'est-à-dire que ça sert un SDF au niveau sociétal, ou un immigré comme ça ça met la pression aux conformistes pour dire, ah bah genre ils vont dire à leurs enfants, t'as pas envie de finir comme ça SDF à la rue, donc travaille à l'école, donc va travailler, obéis à ton patron, comme ça tu finiras pas comme un SDF, celui qui est en bas de la rue comme ça. Donc il y a une utilité sociale à ça, à ce phénomène de bouc émissaire.
Et puis à l'inverse, je pense qu'il y a un phénomène, donc toujours dans mes recherches d'espace-temps, hein, j'essaye de pousser, hein, si je dis que je refonde les sciences, et enfin je revois les sciences, donc à l'inverse aussi, quand on se retrouve en haut de la pyramide, effectivement, peut-être pour éviter que les gouvernants, les chefs, les leaders, hein, ils se transforment en dictateurs ou comme on appelle ça, autocrates, ou on va en faire un bouc émissaire pour pas que le phénomène devienne totalitaire, quoi, en fait, hein. Pour pas qu'il y ait vraiment une emprise d'une seule personne ou d'un groupe de leaders sur toute la société. Donc on va les ridiculiser, on va les attaquer, voilà. Bon. Donc moi tout ça en fait, voilà, il faut pas que je rentre dans ce jeu-là parce que j'essaye justement de dépasser du point de vue de la connaissance et de nous apporter une nouvelle grille d'analyse et de compréhension des choses avec la spatio-temporalité. Je vous ai parlé de Morin beaucoup, mais enfin je vous parle principalement de Morin, mais la complexité, la systémique, il y a aussi quelqu'un de très important qui s'appelait Henri Laborie, notamment un livre qui s'appelle La Nouvelle Grille, hein, je vous invite à lire, des années 70, donc l'époque du structuralisme, tout ça, où justement lui, je crois que il a inventé les neuroleptiques, hein, c'était un chimiste, et il pressentait justement, on voit dans ses écrits, dans ce livre-là, où il parle vraiment d'une révolution au point de vue scientifique, hein, quelque chose qui doit arriver. Donc je pense que c'est ce que j'ai découvert, cette nouvelle grille qui était émergente dans les années 70, qui commençait déjà à arriver. Et puis moi en fait ce que je vous propose c'est de finaliser un peu tout ça, d'arriver à quelque chose de vraiment concret et constructif. Donc on va les laisser s'exprimer, tous ces gens-là un peu en disant ils ont pas les outils, ou alors c'est un peu dans leur manière d'être, dans leur manière de faire, en rabaisser quelqu'un pour le ramener à la hauteur de tout le monde, hein, c'est niveler un peu vers le bas, quoi. C'est-à-dire que la meilleure manière de rester dans le conformisme et dans le champ, il a été on a un grand champ devant nous. Il est tôt là, le soleil il se lève, on est bien, il fait super bon. Donc voilà, peut-être pas tomber dans le désespoir. Ce qu'il y a, c'est que voilà, faut que je tire profit de mon expérience. Moi je sais que tous ces gens qui sont venus m'attaquer, quelque part ça m'a stimulé, parce que ça m'a... Je vois ça un peu, ça vient peut-être d'un côté, les psychologues ils en font, c'est la perversion narcissique, ou les gens toxiques, les personnes toxiques. Il y a le DSM-5 avec plein de pathologies comme ça, les gens qui viennent vous pourrir l'existence, mais j'ai l'impression qu'à force, ce DSM-5, après on est tous... c'est-à-dire que s'il y a 2% de la population de bipolaire, 2% de schizo, 5% à la fin ça fait 100% de pathologie, quoi. Je veux dire, on est tous tarés, quoi, en fait, hein. Et du coup j'ai l'impression que ça divise les gens, la société, ça la pathologise, quoi. C'est une société dont on est dans le pathos, quoi. On est dans la tragédie grecque. Donc moi j'essaye d'avoir une vision plus philosophique, un peu nietzschéenne, un peu de voir un peu l'humain comme quelque chose de très... voilà, c'est ça. Plutôt que voir ça comme une pathologie systématique, de dire que en fait l'humain il a un côté obscur, un côté sombre, hein, qui est capable du pire comme du meilleur, voilà. Et
puis après peut-être de voir les choses de façon ouais, non plus l'humain, mais ouais, l'humain il est dangereux pour lui-même, il est dangereux pour les autres, et de voir ça plutôt cet aspect, le côté animal de l'humain, parce que ce que j'ai découvert, ce que je dis souvent, c'est la fonction qui régénère le corps humain, donc son principe d'auto-guérison, mais c'est la fonction animale. Ce que je dis, c'est que c'est la fonction animale du corps humain, parce que cette petite fonction qui tourne, qui pompe et qui fabrique des cheveux, ça marche sur les mammifères. Elle existe chez le chien, chez le chat, donc, et elle va lui faire tous ses poils en fait. Donc peut-être que ces personnes là qui viennent me gratouiller les doigts de pied, hein, voilà, déjà il faut un peu que je minimise le truc, que j'en fasse pas un drame ni une maladie, et ou de rentrer dans une polémique, une guerre intellectuelle stérile qui mène nulle part. Un peu, je vois comme entre les conspis, les anti-conspis, les vax, les anti-vax, la droite contre la gauche. Tout ça, moi, mon travail, il est de dépasser ça et de mettre de la spatio-temporalité là-dedans, hein. La droite est autant ce que l'espace est à la gauche. Donc, essayer de prendre du recul et de voir ça un peu un aspect animal de l'humain, c'est son côté animal, et un peu comme mes petits chiots qui viennent m'attaquer comme ça. Donc, ou soit les puces et les tiques qui viennent, où je suis obligé de les gratter comme ça parce qu'elles m'envahissent et tout. Ou alors mes petits chiens qui viennent entre eux, ils jouent comme ça, ils s'attaquent. Et puis ils viennent me manger les pantalons comme ça. Et puis des fois ça dérape quoi. Ça dérape des fois. Attendez, je passe. Hop, un petit passage. Hop là, attention toi là. Un petit passage dans les bois. Des fois ça dérape, jeu de main, jeu de vilain. Donc entre eux, par exemple, les chiens ils commencent à jouer, puis à un moment, puis ça se transforme en vraie bagarre où là ils essayent de se bouffer l'un l'autre. Donc c'est un phénomène qui est dans la nature, hein. C'est plus que l'humain, et de voir ça en fait, c'est son côté animal un peu de l'humain. Et puis quand on voit que c'est des chiens, on n'en fait pas une maladie, on dit bon calmez-vous les loulous là, vous jouez d'accord, mais c'est pas une raison pour vous agresser, vous battre pour de vrai. Et peut-être voir ça un peu dans la nature des choses. Les humains, au début ils se taquinent un peu, ils viennent se provoquer. Il y en a qui sont plus frustrés que d'autres, qui veulent, donc comme ils peuvent pas accéder à un niveau au niveau supérieur, parce que par manque de moyens ou de temps ou de disposition, donc on va faire des coups bas, hein, des petits coups de pute, des petits coups par derrière, où on va rabaisser, on va humilier l'autre. Et puis après, du coup, on monte dans les tours, et puis ça se transforme en haine, hein, en vrai conflit, et puis ça peut aller très loin, hein, dans le meurtre, l'homicide, la guerre, la violence gratuite, voilà, la délinquance, tout ça, enfin, tout le problème qui existe chez l'humain, quoi. Qu'on connaît tous, hein. Ils en font des films à Hollywood, ils en ont fait parce que 80% des films à Hollywood, c'est des bagnoles qui explosent, des mecs avec des gros flingues, je vais te niquer la gueule, donc nous on est imprégnés de ça, de toute cette culture de la violence et du meurtre, et dans la peau d'un flic, hein, avec son flingue et tout, qui va buter les sales méchants, mais on se rend compte que le méchant, finalement, il est peut-être moins méchant que le flic, donc on sait plus qui est le vrai méchant, les gentils, les méchants, le bien, le mal. Bon voilà, le bien est autant ce que l'espace est au mal, hein, où le méchant est autant ce que l'espace est au gentil. Alors après, oui, ce que tu nous dis là, machin, c'est comme Jacques Grimaud, c'est un truc ésotérique. Non, il faut. Après, moi, je vous sors les phrases comme ça, mais tout mon travail qui m'attend par la suite, ça va être d'aller dans le détail vraiment, et d'expliquer, d'aller plus loin, de faire une forme d'exégèse des textes pour vraiment expliquer ce qui se cache derrière cette petite formulation
un peu aristotélicienne, un rapport de proportionnalité comme ça entre l'espace et le temps, qui se trouve, qui se situerait dans toute chose. Donc voilà, alors essayer de comprendre, mais c'est vrai que ça peut aller loin aussi. Ça peut aller loin, et c'est là où il faut savoir, quand on sent que les limites elles sont dépassées, il faut savoir, c'est les principes d'écologie de l'action chez Morin, de revenir en arrière un petit peu, de calmer le jeu. Donc parce qu'au final, je vois bien sur mon labo, il n'y a plus personne qui ose s'exprimer, quoi, tellement c'est aller loin dans une forme de bestialité comme ça, dans la méchanceté. Donc l'objet de cette vidéo, finalement, on est à 21 minutes, et puis voilà, quoi, je perds un petit peu, mais j'essaye toujours d'être un petit peu poc à poc, on dit dans la région, petit à petit, vidéo après vidéo, j'essaye d'avancer sur la question. Oula, on va pas aller là-bas, il y a des chiens. Tornade. Et puis c'est pour vous montrer au fur et à mesure du temps comment mes cheveux arrivent. Parce que là je suis au bout, ça fait. Donc je suis au niveau de la crête. C'est vraiment la touche finale. Et contrairement à ce qu'on peut voir. Et donc ça ramène. Hop, le cheveu au-dessus comme ça. Ça finit en crête. Et puis en fait, c'est pas juste une crête qui sort comme ça. C'est qu'à chaque fois, il faut qu'il fasse tout le tour. Il ramène, et puis petit à petit, poc à poc, les cheveux y arrivent. Donc voilà les amis ou les ennemis. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a trop de condescendance, moi je trouve, sur eux. C'est-à-dire que si j'étais vraiment, je présentais super bien. Tornade, non, on n'y va pas. On file à droite là. Tornada. Si j'étais comme ça dans une espèce de bienveillance, un peu, bon, c'est pas. Je vois par exemple le juste milieu, il est très les amis et tout, et puis il s'éclate, le mec, il fait des spectacles, ça marche bien, son truc, et puis il essaye de ramener les alliés, que des alliés autour de lui en étant bienveillant. Et puis sans tomber dans la. Mais pour moi c'est artificiel. Il faut voir l'humain dans sa totalité. Donc du coup je vais pas dire les amis. Coucou les amis, en étant en mode bisounours, mais rester dans le réel, et puis à ce moment-là je dis coucou les amis et les ennemis. Voilà. Et puis voilà, et comme ça au moins on est vraiment dans le réel, dans la réalité des choses. Donc voilà, moi je comprends qu'il y a des gens, ça les énerve. Je comprends rien à ce que tu racontes, là, tu nous parles d'espace-temps, que tu refondes la connaissance, que tu viens de la calvitie. En fait, t'es toujours chauve, t'as pas de preuves. La connaissance de quoi? Qu'est-ce que tu nous parles? Bon. Je comprends que ça énerve un peu les gens, qu'on ait envie de s'attaquer à moi, du coup. Mais oulala, attendez, petite pause. Ouais, il y avait un petit roquet dans une maison. Ouais, donc je comprends que de toute façon ça ne peut que susciter la polémique, et la discorde. Et en décroissance on appelle ça le dissensus, Enfin, c'est-à-dire que c'est un appel un peu au dissensus, la décroissance, parce que c'est le principe démocratique un peu, il faut créer un petit peu, pas du trouble et la confusion, mais du débat citoyen, de l'altérité, de l'adversité, c'est ça la démocratie. Donc parce que quand il y a une forme d'unanimité là, un consensus mou, on appelle ça, c'est la porte ouverte justement à la dictature, à la déviance totalitaire. Quand tout le monde est d'accord sur le même point, c'est qu'il y a un problème en fait. Donc moi c'est vrai que peut-être mes recherches elles sont là un peu pour revenir à plus de réintroduire le débat sur la scène publique,
mais de façon constructive. Et pas un débat polémiste qui est stérile et qui fait pas avancer les choses, hein. Un peu comme les conspis, anti-conspis, quoi, hein. Ça c'est vraiment... ça mène nulle part, hein. Parce que bien sûr que l'imaginaire humain, des fois il dérape, il va trop loin, on va imaginer des trucs, on va noircir le tableau, on va voir des démons partout. Bon, c'est voilà le côté un peu hyper religieux de l'humain, animiste même. On va avoir des esprits de partout, donc là il y a pas mal de hippies dans la région. Quand on discute avec eux, voilà, ils ont plein de croyances, toute une mythologie. Et puis en même temps, il faut savoir aussi rester raison gardée. Donc rester dans le rationalisme. Donc accepter le côté, ça c'est vraiment le travail de Morin aussi qu'il a fait. Le côté, il appelle ça c'est le concept d'homo-démence. Hein, il y a l'homo sapiens qui est sage, sapiens, bon c'est sage, et puis l'homo-démence qui est l'humain, il a un fond irrationnel, c'est comme ça. C'est comme quand on rêve, par exemple, la fonction du rêve. Bon, on voit bien, dans un rêve, ça part dans tous les sens, c'est des trucs complètement ouf, on vole, on réalise des trucs, on a des personnages complètement fictifs qui arrivent dans notre cerveau, des situations, des scènes complètement cocasses. Donc c'est l'inconscient en fait, hein, donc il y a une part d'irrationnel dans la réalité, et il faut absolument tenir compte pour saisir la réalité dans son ensemble. Parvenir à... et pas sombrer justement plus d'un côté de la balance ou de l'autre, quoi. C'est-à-dire que soit on est complètement dans l'irrationnel et puis on se retrouve en psychiatrie, quoi, hein, un gobelet des cachetons, soit on tombe dans l'autre sens où on est hyper rationnel et puis on se transforme en Thomas Durand et puis bah là en sceptique zététicien, et puis c'est aussi dangereux, je pense. Hein, c'est tout aussi dangereux de ne jurer que par la raison. Bon après je m'en prends à lui, mais je sais bien, il a fait un nouveau concept, le petit théâtre je sais plus comment il appelle ça, mais bon, lui justement le zététicien il prend en considération ce côté irrationnel. Donc mais il essaye d'appliquer la méthode scientifique pour voir si le discours irrationnel ou les croyances un peu, hein, au fantôme, à l'inexplicable, s'il est vraiment fondé scientifiquement. Et moi ce que je dis simplement, c'est que si on n'a pas la bonne méthode, on bloque tout ça. Je l'entends bien, cette méthode scientifique est appliquée à l'expérience, hein, mais si on n'a pas compris le concept le plus fondamental qui soit, c'est notamment le temps, bon ben du coup notre méthode elle est peut-être pas adaptée pour traiter la question je sais pas, la transmission de pensée, la télépathie, les choses comme ça. Regardez Elon Musk qui arrive à modéliser un peu des trucs, un peu avec ses labos là, avec ses recherches comment il appelle ça là, pas Starlink, mais enfin les trucs les plus dans le cerveau là, comme quoi il a saisi quelque chose, enfin ils ont saisi ces chercheurs-là quelque chose qui est jusqu'à maintenant qui était un peu inexpliqué, quoi, hein, par exemple le fait de pouvoir jouer avec un jeu vidéo sans joystick, juste avec son esprit, c'est que bien il y a bien quelque chose qui nous échappe, hein, dans la nature, qu'on n'arrive pas vraiment à saisir. Donc voilà, si on n'a pas compris ce qui se cache derrière le concept d'éther, ce qui se cachait, parce qu'il n'existe plus ce concept-là, justement, on l'a remplacé par l'espace-temps einsteinien, mais que cet espace-temps einsteinien, il a ses limites aussi, où on voit que ça colle pas, que les GPS, ils ont des failles, et qu'il y a moyen de trouver quelque chose de plus précis, qu'il y a la notion de localité, d'intrication qui est là dans la nature, et
Pour moi, l'intrication, voilà, c'est tout nouveau. Ça a été théorisé par Einstein, donc lui-même, plus d'autres. Et puis ça a été vérifié en laboratoire, donc la non-localité avec Alain Aspect. Et puis en plus avec la proposition que j'apporte, là, où le temps égale 0, espace égale 0, si peu importe la distance et effet instantané, peut-être qu'on découvre à peine, enfin c'est même pas peut-être, c'est une certitude, quoi, c'est tout récent, qu'on arrive à le comprendre scientifiquement, je veux dire. Alors que ce phénomène-là, qui relie le tout, hein, c'est la complexité, hein, tout est relié, oui, d'accord, tout est lié. Par quelle magie? Donc voilà, c'est ce que j'apporte. Il faudrait comprendre la cause du mouvement. Si tout est en mouvement dans l'univers, il y a bien une raison à ça. Et si on arrive à saisir cette causalité première du mouvement, partout présent, et ben peut-être que justement on va avancer dans l'inexpliqué. Et du coup, le travail du zététicien, il sera un peu moins polémiste comme ça, il sera un peu moins stérile. Parce que là, on voit bien, ça avance pas. Hein. Mais ça avance pas à tout point de vue, c'est-à-dire que ça avance pas dans les sciences, même dans l'ésotérisme, même les francs-maçons. Là, alors j'ai vu, il y a des chaînes. J'ai encore moi, les francs-maçons, j'ose pas trop les contacter là parce que ça sert bon. Ils sont au pouvoir aussi, donc. Mais bon, voilà, hein, moi je pense que je les ai doublés là. Hein. Avec tous leurs rituels, leurs croyances, leurs trucs et tout, machin. Bon là, ce que j'ai apporté, ça remet pas mal de choses en question quand même. Donc, enfin c'est pas doublé. Moi j'ai fait mon petit travail dans mon coin, et puis j'ai été persécuté, et puis ben tant pis pour vous, fallait me prendre au sérieux au départ en fait, hein, quelque part. S'il n'y avait pas eu cette attitude de fuite en 2012, de fuite systématique, hein, vraiment, face à mon travail, à mes propositions théoriques, bon, on n'en serait pas là aujourd'hui en fait. Dans une espèce de confusionnisme total, hein, où on va consacrer des centaines d'heures de vidéos à la guerre en Ukraine, en occultant tout le reste en fait. Tout ce qui pose problème, et puis même l'essentiel, quoi. C'est-à-dire pourquoi la guerre? Pourquoi on en est encore là? Pourquoi il y a encore autant de violence, que la violence elle redouble, que là on en est là avec une guerre de drones, avec des robots armés, militaires, enfin là ils ont ouvert une usine, hein, pour fabriquer des chiens robots, des chiens militaires, des robots, comment on appelle ça? Ouais, c'est ça, des cyber militaires. Bon, l'homme augmenté, moitié humain, moitié machine, capable de réaliser des trucs de fou, toujours pour la guerre, la domination, la violence. Et qu'il y a aucune chaîne YouTube qui va traiter du problème de la paix. Hein. Et comment en fait, pourquoi il y a eu cette régression au niveau de l'évolution humaine? Pourquoi il y a cette régression? Et qu'on retombe dans la violence comme ça, dans la barbarie, on se retrouve dans une guerre effroyable en Ukraine quand même. C'est vraiment horrible. Et puis c'est le retour du nihilisme aussi, et puis les gens en fait ils arrivent à s'en accommoder, que la société de consommation elle prend de l'ampleur, tout en étant de plus en plus cruelle, quoi, en fait, hein. En créant encore de plus en plus de discrimination, j'ai vu quoi comme info encore dernièrement, une femme SDF à Paris avec ses gamins qui dormait sur le trottoir, et il y a des mecs qui sont venus lui pisser sur la gueule, quoi. Voilà, hein, quand je dis qu'on est en train de se déshumaniser, bon voilà, et que c'est inquiétant, ce genre de petits faits divers. Bon, il y a pire, hein, je crois, il y a des réfugiés qui se sont fait découper au sabre. Hein, donc, le mec, il est arrivé en mode gladiateur, ou alors templier, je sais pas, moyenâgeux comme ça, et puis bam, il a voulu gérer le grand remplacement tout seul, quoi. Donc c'est le retour à la barbarie, tout ça c'est inquiétant.
le suicide chez les jeunes aussi. Hein. Et puis les francs-maçons, là où j'aimerais bien les bloquer, enfin vraiment les choper, c'est sur cette histoire d'euthanasie. Hein, il y a un truc vraiment flippant. Hein. Il y a un truc vraiment flippant, genre où on n'a même pas le droit de... C'est-à-dire qu'on va se prendre une amende de 50 000 euros, ou je sais plus trop combien, un truc de ouf, si on intervient dans la décision de la personne, si la personne elle décide d'aller se faire euthanasier, et que nous on essaye de l'en empêcher, la loi elle prévoit une amende punitive pour la personne qui va vouloir empêcher l'autre personne d'aller se faire euthanasier. Donc là, il y a un truc qui est vraiment flippant. Hein. Donc les youtubeurs qui parlent de la franc-maçonnerie avec le grand sourire comme ça. Ah mais non, la franc-maçonnerie c'est juste une société secrète d'intellectuels qui réfléchissent ensemble. Alors, j'entendais Lyd Rothschild aussi qui disait ça. Oh ben non, c'est complètement anodin la franc-maçonnerie, il n'y a rien de mal à ça. C'est des gens qui... ouais, c'est ça. Non mais... Donc non, c'est flippant. Bon, voilà, le Covid aussi, hein, au secours, hein, ce qui s'est passé. Hein. On pourrait parler du Rivotril. Hein. Hein. Et puis derrière, c'était quoi? C'était pour les caisses de retraite, hein. C'était pour faire une économie d'argent. Hop, on pique les vieux, on les euthanasie avec le Rivotril en utilisant le prétexte du Covid. Et puis hop, il y a une économie de je sais plus combien de milliards. Bon, plus plein de petites histoires un peu localisées, mais bon. Donc voilà. Donc je suis désolé, je mets le doigt souvent sur les choses qu'on n'a pas envie d'entendre, on n'a pas envie de parler, les trucs qui nous font flipper, qui sont désagréables, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit le gars? Il refond de la connaissance, il nous parle des francs-maçons, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Moi je fais mon job, j'utilise YouTube et Facebook un peu à contre-cœur. Alors après c'est vrai que le vrai reproche, parce que à contre-cœur, parce que c'est voilà, il y a de l'idéologie publicitaire avec marchande derrière. Mais en même temps, moi j'essaye de vivre avec mon temps. Donc d'utiliser les réseaux sociaux parce que tout le monde est dessus et parce que finalement c'est pratique, c'est pas mal. Moi je pense que j'aurais pas pu faire ces découvertes si j'avais été tout seul dans mon coin à l'ancienne. C'est grâce à cette interactivité permanente ouvert sur toute l'humanité, quoi. Enfin théoriquement que j'ai pu aller aussi loin dans mes recherches. Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut me faire le reproche de ne pas avoir, je crois que j'ai entendu un patron qui a ces commentateurs, il n'y a pas d'article scientifique, c'est-à-dire que j'ai jamais produit, même si j'ai pas de diplôme universitaire, enfin j'ai pas de diplôme, j'ai quand même un niveau bac, mais j'ai pas de diplôme supérieur, d'études supérieures. J'aurais pu quand même, il y a des structures prévues pour ça. Je sais plus comment ça s'appelle, si c'est pour laisser l'accès ou même faire quelque chose de sérieux, présenter vraiment un dossier, un rapport, une thèse, construire une thèse de façon vraiment sérieuse, plutôt que d'utiliser les médias sociaux. Les réseaux, plutôt que d'utiliser, c'est vrai que si j'avais fait un vrai travail académique et rigoureux, c'est ça qu'on attend de moi. Alors, mais je l'ai pas fait parce que je le fais pas parce que je me dis mais attendez, je me dis pourquoi est-ce que je vais me conformer à la norme comme ça, de produire quelque chose de vraiment rigoureux et d'académique, alors que quand j'essaie d'en parler autour de moi, je commence d'abord, c'est un peu par l'analogique, quoi, vraiment le côté humain, quoi.
je vais voir les gens, je dis ouais, je guéris la calvitie, et qu'en retour, j'ai un espèce de blackout comme ça, un espèce de... Il y a quelque chose qui me convient pas, quoi. C'est-à-dire, si c'est pour encore que ça reste dans les sphères de l'élite intellectuelle, et qu'on se comprenne que entre nous, entre scientifiques et entre philosophes, et qu'après le commun des mortels, lui, il n'ait pas accès à cette connaissance, et je crois que c'est ça qui me dérange peut-être. J'ai pas envie d'être dans un élitisme comme ça, et que j'aimerais que mes découvertes, ma philosophie, même, elles soient accessibles à tous, même à l'analphabète. Et que même s'il s'agit d'un nouvel universalisme, même la personne qui sait ni lire ni écrire, elle comprenne ce phénomène de spatio-temporalité. Mais c'est pas gagné, hein, parce que, enfin, cette nouvelle approche de la spatio-temporalité, c'est pas gagné parce que vu que déjà tout en haut il capte pas, alors, mais bon, des fois je me dis, c'est quelque chose d'animal, donc peut-être que justement quelqu'un qui est vraiment proche de l'instinct, instinctif comme ça, donc peut-être qu'il sait pas lire ni écrire, va peut-être avoir plus de facultés pour comprendre ce que je veux dire qu'un universitaire hyper intello qui lui il est tellement dans ses sphères intello justement, enfin technico intellectuelle, que du coup il est dans sa bulle de compétences et de connaissances, dans son paradigme, et que lui il va pas réussir à comprendre ce que quelqu'un de la rue qui est sensible, lui qui a un vécu vraiment que lui va réussir à saisir. Donc voilà, je me force. Finalement, ça me coûte pas grand chose si je fais une vidéo par jour comme ça. Ça me permet de me remettre un peu les idées en place aussi, de prévoir avant de me remettre au travail, de remettre les choses à plat. Et puis on va la réussir, cette guérison de calvitie. Et vous allez voir, c'est un événement international, voire au-delà même, universel, un nouvel universalisme. Et pour ceux qui me demandent des preuves, la preuve physiologique, elle est là, ok, c'est dans la guérison de calvitie. La preuve, on va dire, scientifique, rigoureuse, elle est dans mon arithmétique. Donc là, j'ai une page Facebook qui expose toutes mes recherches, plus tous mes travaux dans le labo. Et puis après, la preuve philosophique, un peu métaphysique, elle est dans mon discours, dans cette approche intellectuelle de la spatio-temporalité, où je passe des heures et des heures quand même. Il y a quand même beaucoup d'heures de vidéos où je vous explique vraiment la distinction entre notre conception classique de l'espace-temps, qui est un peu une notion fourre-tout, on voit le temps comme un élastique, comme de la gélatine, on va dire dans l'espace-temps, on va parler de la courbure de l'espace-temps, et que moi je vous dis tout, je vous explique vraiment, je reviens dessus tout le temps, je dis c'est pas ça, en fait c'est l'espace uniquement, il y a que de l'espace, donc il y a un phénomène totalitaire, c'est que de l'espace, mais il est en mouvement, qu'il y a une causalité première qui est le temps, justement la cause du mouvement, c'est pas le moteur du temps qu'il faut chercher, c'est le moteur de l'espace. Et que du coup, ce totalitarisme, donc après c'est de comprendre pourquoi on a un aspect comme ça total, ou Dieu, où on va mettre un monisme, quelque chose d'unique, donc ce serait l'espace, mais comme il est en mouvement, du coup il n'y a que des différences. Donc du coup on peut complètement être à l'opposé du totalitarisme, dans le particularisme, dans la singularité. Donc il y a une phrase qui a marqué mes recherches, c'est la même chose, l'égalité, le égal, le même est autant, donc la causalité de toute chose, la cause du mouvement, puisque l'espace est à la différence. C'est-à-dire que le temps, on va dire la flèche du temps, ok, c'est la même pour tous, c'est-à-dire que le temps il va dans une seule direction, dans le sens où c'est passé, présent, futur, mais comme chaque espace a son temps propre, il peut se manifester cet effet total du temps, il peut se manifester que dans la matière
Et donc chaque atome, chaque petit, ou même une planète, voilà, ou un individu, on a tous notre propre temps, donc il n'y a que de la différence finalement. Donc c'est ça le paradoxe, là on rejoint le taoïsme. Et donc du coup Bobola, qui passe sur Nexus, Philippe Guimand, arrêtez d'écouter ces mecs-là. C'est du fake, ils racontent de la merde. Ok ? J'espère. Et là je l'ai attaqué encore dernièrement, là il vient de passer sur Nexus, j'ai envoyé un message d'attaque. Là par contre je rigole pas. Là, on est vraiment dans le combat intellectuel parce que ça fait longtemps que je les connais. Bobola, ça fait plus de 10 ans, je connais leur discours. Donc moi, je veux bien organiser un débat genre entre Philippe Bobola et Étienne Klein. Puisqu'il utilise la physique quantique comme argument, la cosmologie. Là, on fait un vrai débat. Et relisez la révolution scientifique de Kuhn. Et regardez ce qu'il explique quand il y a un trouble dans l'histoire où les sciences, les parasciences, les sciences et les pseudosciences commencent à rentrer en conflit avec les sciences normales. C'est que là, on n'est pas loin d'une révolution vraiment paradigmatique. Ok, sur ce, voilà, bonne journée à vous. On est le 13 août. À plus tard.